Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Acheter des maisons pour faciliter l'accession à la propriété. Cyril Berdugo, CEO et cofondateur de Lendis. Avec ce 1,5 million, on est allé lever de la dette, où en fait on pouvait obtenir entre 70 et 75% du montant des maisons avec crédit. On a acheté peut-être une trentaine, une quarantaine de maisons avec ces sous-là. Grâce à ces 30 ou 40 maisons, on a commencé à revendre à nos clients au bout de parfois 3 mois, 6 mois, 9 mois, parce qu'on faisait un coaching excessivement intensif. On a commencé à aller vers des institutionnels. Ces institutionnels nous ont dit non, 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 non et non. Cette semaine, nous allons nous pencher sur une start-up en PropTech basée aux États-Unis. J'ai contacté Cyril pour nous aider à décrypter ce gigantesque marché de l'immobilier résidentiel. Nous allons donc aborder des sujets liés à l'accès à la propriété, l'évaluation de la capacité d'emprunt et les 3 principaux standards de scoring utilisés. Nous parlons également des inégalités criantes en matière d'accès à la propriété, en particulier liées au manque de connaissance des primo-accédants. Cyril nous aide à comprendre les dynamiques de marché et les principaux points de friction qui se manifestent. Nous examinons également l'impact de l'évolution des taux d'intérêt sur l'ensemble du marché immobilier ainsi que le rôle de la PropTech dans ce contexte. Bien sûr, nous abordons Lendis, leurs propositions de valeur, mais aussi les financements importants, absolument nécessaires au développement de cette start-up. Nous revenons sur les investisseurs clés qui ont soutenu Lendis dès le départ, notamment Sequoia, mais aussi des investisseurs institutionnels qui ont succédé. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, salut Cyril. Salut Solène, merci de me recevoir. Mais écoute, trop contente de t'avoir sur FinScale pour parler de FinTech aux États-Unis, puisque tu es à New York. Il est quelle heure chez toi ? Il est exactement 11h30 du matin. Génial, donc je n'enregistre pas à New York cette fois-ci. Et ravi que tu viennes nous parler de ta boîte, mais avant, j'aimerais que tu te présentes à notre audience, s'il te plaît. Avec grand plaisir. Alors, j'ai grandi à Paris et j'ai déménagé juste après mon bac pour aller faire mes études aux États-Unis. Et ça fait une quinzaine d'années que je suis à New York. J'adore ce pays, j'adore les États-Unis. Je me vois faire le reste de ma vie aux États-Unis et je bosse dans la PropTech. Voilà, mais avant de lancer ta boîte, qu'est-ce que tu faisais ? J'étais en banque d'affaires, puis dans un fonds immobilier. Puis je me suis posé des questions sur le sens de ma vie et je suis allé faire un MBA pour aller réfléchir à ce que je voulais faire un peu plus tard. J'en suis ressorti avec l'idée de monter une boîte en PropTech qui aide des gens à acheter des maisons et à accéder à la propriété. Je suis papa, je suis un mari et j'adore le fait d'être entrepreneur à New York parce qu'il y a beaucoup d'énergie ici. Et tu me disais, c'est hyper positif. Les gens sont toujours de bonne humeur. Correct. Alors parfois c'est un petit peu curieux, on se demande pourquoi les Américains sont toujours de bonne humeur même quand les choses ne vont pas si bien. Mais on s'y habitue et au final l'enthousiasme devient assez contagieux, ce qui est vraiment super. Super, merci beaucoup. Alors, on est là pour parler de Lendis, donc comme tu disais, dans la PropTech. Alors, avant qu'on parle de Lendis, j'aimerais que tu nous dresses un panorama. J'aime bien toujours avoir une première partie d'interview qui est toujours un peu générale sur un thème. Donc, j'aurais aimé connaître les principales caractéristiques du marché immobilier résidentiel aux US, que tu nous donnes un petit aperçu et nous donner un petit peu la température du jour. Ouais, avec grand plaisir. Donc, aux États-Unis, il y a plus de 300 millions d'habitants, mais c'est vraiment 120 millions de familles. Sur ces 120 millions, il y en a environ 60 à 65% qui sont propriétaires de leurs biens, donc environ 35 à 40% qui sont locataires. Si on regarde ceux qui sont locataires, il y en a beaucoup qui aimeraient être propriétaires, mais qui ne peuvent pas être propriétaires. Ouais. Historiquement, les taux d'intérêt ont vraiment dicté les choses aux États-Unis. Alors, il y a eu des dérives, notamment en 2008-2009, où on pouvait emprunter à tout va avec des super taux. Et puis actuellement, donc depuis la pandémie, il y a 3 ans où les taux étaient pratiquement nuls. En 2022, les taux ont triplé. Donc le marché est assez gelé quant au marché résidentiel et donc les gens se retrouvent locataires pendant beaucoup plus longtemps. Il y a un manque de maisons également, donc il manque entre 5 et 7 millions
de maisons aux États-Unis. Donc, toutes les maisons sont excessivement chères. Ce qui fait qu'il y a non seulement une pénurie, mais également le fait que les banques n'aident pas les locataires à devenir propriétaires d'une manière qui est différente depuis environ 20 à 25 ans. Donc, il y a un énorme manque. Et alors, les gens font comment ? Est-ce qu'ils passent par des courtiers ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils passent directement par les banques ? Comment est-ce qu'ils contractent leurs emprunts ? Il y a un marché à deux vitesses. Il y a un marché où, en gros, si tu es dans un environnement où tes parents ou bien tes meilleurs amis sont déjà propriétaires, tu as déjà un agent immobilier, tu connais un peu le principe d'obtenir un crédit, et puis tu es sur la voie royale. Et puis, il y a un deuxième système qui est malheureusement excessivement répandu et commun aux États-Unis, où le marché est très compliqué, où si tu as toujours été locataire, si tes parents étaient locataires et si tu n'as pas vraiment accès à une éducation financière, eh ben, tu restes locataire, tu ne réfléchis pas forcément à la prochaine étape, tu ne bosses pas sur ton crédit, sur ton historique de finances, et donc tu te retrouves à ne pas vraiment accéder à la propriété parce que tu penses que ce n'est pas forcément une option pour toi. Et donc, il y a un manque de diversité dans la production des personnes qui ont accès à la propriété. D'accord. En termes d'accessibilité à l'emprunt, est-ce qu'il y a des règles comme ce qu'on peut retrouver avec, je ne sais pas moi, un apport de X% et puis un revenu récurrent qui représente, mettons, 30%, que tu puisses allouer dans ton remboursement ? Comment ça se passe ? Ouais, super question. L'apport, alors c'est drôle parce que tout le monde pense que c'est environ 20%, mais quand tu essayes d'accéder à la propriété pour la première fois, tu peux avoir un apport de 3 à 6%, ce qui est excessivement faible, Ouais, c'est clair. Ce qui évidemment mène à beaucoup de dérives dans le marché de l'immobilier aux États-Unis. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours, alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.